Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 3 mars. Manon Lebrasseur, coordonnatrice pour l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud, nous informe sur leur organisme à l'occasion du Mois national de l'épilepsie. Régent Bastien, le maire de la ville de Passepébiac, nous informe sur quelques-uns des nombreux projets en cours. Léa Boissonneau, chargée de projet à la Chambre de commerce Baie des Chaleurs, nous parle du défi Ose entreprendre. Deuxième d'une série de capsules à propos du Conseil de l'eau Gaspésie-Sud. Et cinquième d'une série de petites capsules intitulées « Capsule Espace Famille ». Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, de nouveaux guichets automatiques seront installés en mars dans plusieurs caisses des jardins du centre-sud gaspésien. Munis d'un écran tactile, les guichets de nouvelle génération proposeront une navigation plus intuitive et permettront le dépôt sans enveloppe. Les dates prévues d'installation sont le 11 mars pour Chandler, le 12 mars pour Passepébiac, le 13 mars pour Gascon et le 14 mars pour Newport. La 32e édition du Quilloton de l'Espoir Hockpack Belle Aventure se tiendra du 8 au 17 mars. Pour jouer, c'est simple, il suffit de vous inscrire dans le salon de quilles de votre choix. Il n'en coûte que 20 $ par personne pour 3 parties. Le mois de mars est le mois national de l'épilepsie. Nous avons reçu Manon Lebrasseur, coordonnatrice pour l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud, pour l'occasion. Bonjour Manon. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi en gros l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud? En fait, l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud a été fondée dans le fond en 1987. Il y a eu la charte. En 1988, ça a commencé. L'Association Épilepsie Gaspésie-Sud est partie du fait qu'il y avait un besoin dans la région. Nous, on est là pour démystifier, pour promouvoir aussi, puis de défendre la défense des droits des personnes qui vivent avec l'épilepsie. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est beaucoup, on fait de la sensibilisation, de la promotion, on va aller donner du support, on va aller apporter un soutien aux personnes qui vivent avec l'épilepsie, puis on va essayer de plus en plus de faire en sorte de démystifier l'épilepsie auprès de la population. Ça a changé, hein? Retirer les mythes, changer la façon de voir les choses. Fait que c'est beaucoup ça notre rôle en tant qu'organisme. Pouvez-vous nous expliquer en gros, c'est quoi les services que vous offrez? Dans le fond, l'association, je l'ai dit tantôt, c'est vraiment, on apporte du support, mais les services qu'on offre, principalement, on y va vraiment au niveau des services au niveau scolaire. On va aider les enfants vivant avec la problématique de l'épilepsie au niveau scolaire, les effets scolaires, des choses comme ça. On va aider aussi au niveau social, au niveau du travail, au niveau beaucoup de la valorisation. On sait que les gens vivant avec l'épilepsie, c'est des gens qui vont vivre beaucoup d'isolement. Fait qu'on va essayer de les aider à sortir, à socialiser en donnant une aide financière pour la valorisation, pour des activités de sport, des activités sociales. On va les supporter là-dedans. Puis un autre service qu'on offre beaucoup, c'est vraiment au niveau de la sécurité. On offre une aide financière pour les bracelets médicalertes, les outils de surveillance en cas de crise, des choses comme ça. On va supporter aussi si les personnes n'ont pas le soutien nécessaire au niveau des services ambulanciers. On sait qu'au niveau de l'épilepsie, on doit être suivi par des neurologues. Des neurologues en Gaspésie, on n'en a pas. Fait que souvent, les personnes, ils doivent partir à l'extérieur pour recevoir les soins, les suivis médicaux. Donc, Québec, Montréal, Rimouski. Fait que dans le fond, nous, on va aider financièrement à amener un soutien financier à ces personnes-là qui doivent avoir des suivis. Et même ici, avec les pédiatres, avec les médecins pour les suivis réguliers médicaux, là, on va apporter notre support financier à ce point-là. Fait qu'en gros, c'est ça les services. C'est sûr qu'on se veut un milieu de vie. On aimerait que l'association, nos bureaux, notre petit cochon à nous, soit un milieu qui soit sécurisant, familier. On veut que les gens soient à l'aise de venir nous voir. Fait que c'est un milieu aussi qui se dit accueillant. Ça prend les personnes avec l'épilepsie, étant donné qu'ils ont souvent une faible estime d'eux-mêmes. L'isolement, on leur donne un milieu où ils se sentent en confiance, où ils n'ont pas peur de venir se confier et venir discuter de comment ils se sentent puis de leurs besoins. Fait que, en gros, c'est ça les services qu'on offre à l'épilepsie.
Puis là, le mois de mars, c'est le mois de l'épilepsie. Puis en plus, il y a une journée de spécial. Oui, mais en fait, le mois de mars, c'est le mois national de l'épilepsie. C'est partout au Canada. Puis, en 2008, il y a une petite fille qui s'appelle Cassidy Megan. Cassidy Megan, elle avait 9 ans dans le temps. Puis elle, tu sais, un peu la peur du regard de ses amis, puis tout ça, des gens qui vivaient alentour d'elle. Fait qu'à un moment donné, elle a décidé qu'elle voulait que ça soit plus vu, plus grand, puis que les gens connaissent l'épilepsie. Fait que c'est parti l'idée de Cassidy Megan, 9 ans, qui a parti, puis il y a eu une loi qui a été adoptée en 2008 qui dit que la journée du 26 mars, c'est la journée lavande. Fait que dans le fond, le mois de mars, c'est le mois national de l'épilepsie. Et le 26 mars, c'est la journée spécifique partout au Canada qui dit qu'on va démontrer notre support, notre soutien. On va viser beaucoup plus la sensibilisation aux personnes qui vivent avec l'épilepsie en portant la couleur lavande, parce que la fleur lavande, c'est la fleur associée au mois national de l'épilepsie. Fait que le 26 mars, on demande aux gens de porter plein d'effets couleur lavande, les ongles, les cheveux, thématiques, là. Mais on demande aux gens de porter la couleur lavande. Puis nous, l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud, en passant, on couvre 3 MRC, Avignon, Bonaventure et Percé. C'est un mandat pour nous autres, vraiment d'aller partout dans les commerces, partout où il y a des gens pour les inciter à porter la couleur lavande, vraiment le 26 mars. On fait des prises de photos. Puis on a des petits articles, des rubans, des macarons qu'on fait la distribution dans des commerces pour justement inciter les gens à montrer qu'ils supportent l'épilepsie puis les gens qui ont cette problématique. Lors de notre dernière rencontre avec Régent Bastien, le maire de la ville de Passepébiac, nous avons discuté des nombreux projets sur lesquels le maire et les membres actuels du conseil travaillent présentement. Nous vous avons présenté les 2 premiers extraits de cet entretien. Voici cette semaine ce qui conclut cette rencontre. Dans le plan triennal du budget qu'on a déposé donc, pour les 3 prochaines années, mais comme je l'ai mentionné, on parle d'un développement de 5, 6, 7, peut-être 8 ans. Ça, c'est fondé sur la possibilité d'avoir des subventions aussi. C'est pas vrai que la ville de Passepébiac a la capacité de dire on sort l'argent, il y en a plein d'un coffre. Puis, la capacité de payer des gens, c'est quand même limité. À un moment donné, il faut limiter ça quand même. Il faut être respectueux envers ça. Puis, d'ailleurs, je pense que dès mon mandat, la première année, on a gelé tout ça. Il n'y a pas eu d'augmentation de taxes, pas d'augmentation de tarifs. Et d'ailleurs, dans le nouveau, pour le 2019, on a fait encore la même affaire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut continuer dans le même sens. C'est notre intention. J'en fais pas une promesse, mais notre intention, c'est de resserrer le budget. C'est ce qu'on a fait dès notre arrivée. On continue à le faire. Il y a encore des choses à corriger. On ne change pas tout ça du jour au lendemain en claquant des doigts. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour resserrer le budget, le budget de la ville. Et dans ce sens-là, bien, ça, peut-être ça nous permettra justement de continuer à geler les taxes. Il y a un projet d'étude pour vérifier l'écoulement des eaux de surface, parce qu'on sait qu'on a une problématique souvent au printemps. Il y a des endroits où ça inonde. Donc, la solution qu'on prône, nous, c'est de vérifier vraiment les endroits où ce que l'eau se ramasse, mais pour quelle raison? Est-ce que c'est parce qu'il y a une baisseur à ce niveau-là et que l'eau devrait être dirigée ailleurs? Est-ce que ça provient d'ailleurs parce que l'eau se dirige toute là puis qu'on devrait la rediriger plus haut ailleurs? Est-ce qu'il y a des rivières, des ruisseaux qui sont complètement bloqués? Donc, on veut avoir une vue d'ensemble de tout ça pour après ça agir. À dire, bon là, il faut qu'on fasse un travail à un endroit, un travail à un autre endroit. Exemple, la même chose pour les castors. Il y a une problématique de castors à Passepébiac, dans différents endroits où il y a des dames de castors qui font des accumulations d'eau assez incroyables. Des endroits où c'était des ruisseaux qui étaient pas plus larges que ma pièce ici, là, puis peut-être même moins. Puis c'est rendu que c'est aussi grand que l'autoroute 20, quasiment. Là. Je parle de la largeur, naturellement. Je ne parle pas de la longueur. Ça travaille très bien. C'est vraiment quasiment des ingénieurs, là, des bâtisseurs. Mais c'est ça. C'est une problématique. Il y a différentes solutions à ça. Parce qu'il y a des trappeurs. Il y a des trappeurs qui sont autorisés à capturer des castors. Mais première chose,
Moi, je ne veux pas détruire l'habitat des castors, mais il faut s'assurer de la sécurité de tous. Et quel impact ça a au niveau du territoire de Passerivière. Donc, c'est pour ça que si jamais il y a lieu, bien, ça, c'est une des possibilités. Mais ce n'est pas la possibilité. Premièrement, c'est de nettoyer les ruisseaux, etc. Mais on va avoir une ordre de grandeur de ce qui va être fait. Dans tout ça aussi, cette année, on va réaliser, c'est sûr et certain, le projet de sectorisation. Le projet de sectorisation, plutôt que d'installer des compteurs partout, parce que, vous savez, on consomme à peu près 3 fois de ce qui se consomme au Québec, à Passerivière. C'est beaucoup d'eau. Ça ne veut pas dire que les gens consomment cette eau-là. Ça se peut que c'est des bris d'aqueduc, ça se peut que ça coule en dessous de notre système d'aqueduc parce qu'il commence des endroits qui sont quand même assez vieux. Mais ça se peut que c'est juste des habitudes de vie aussi. Donc, pour essayer de vérifier, on dit, nous, on n'a pas l'intention de mettre de compteurs partout, là, mais on a été poussé par le gouvernement de dire, faites quelque chose, parce que sinon, vous n'aurez plus de subventions, en partant. Il y a un secteur qui va être ciblé dans Saint-Pédis pour un certain nombre de maisons. Il va y avoir un compteur, il va y avoir tout un système qui vont calculer là, le débit d'eau. Là. Et après ça, on va le reproduire, ce modèle-là, pour l'ensemble de la population, pour voir est-ce que ça représente vraiment la sectorisation qu'on a faite, l'ensemble de la population. Et là, d'agir, de répondre justement à savoir est-ce que c'est le réseau qui est complètement fini, puis dans le fond, nos citoyens consomment de façon correcte. Ils ne laissent pas couler l'eau. Ils ont des pommeaux de douche qui réduisent le débit. D'ailleurs, en 2018, on a donné 100 trousses de pommes de douche pour réduire le débit gratuitement. On va sûrement récidiver cette année encore, peut-être à 100 ou peut-être un petit peu plus, parce qu'on veut justement sensibiliser les gens à ça. Les gens, la plupart du temps, ils sont sensibilisés. Mais c'est ça. Donc, pour la question d'eau, il va y avoir un travail qui va être fait là. Ça représente quand même une 50-60 000 piastres là, à investir pour vérifier ça. Et il y a le système d'eau potable qu'on doit l'informatiser avec des panneaux de contrôle, des nouveaux panneaux de contrôle Mais ça fait partie toute de la programmation tech, l'ancienne, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il va y en avoir une nouvelle. Là. Il va y avoir un petit peu de rénovation au niveau de la halte routière. Vous avez déjà vu cette année que ça a été changé par les couleurs de la ville, là, qui est comme un genre de rouge vin avec du blanc et un peu de vert, de bleu-vert. Donc, ça, on a omnipé la halte cyclisme, mais aussi la halte routière. Donc, on est en train de remniper l'image de la ville qui est très, très importante. La Maison des citoyens, ici, on veut regarder le système d'archives. Parce qu'on a des archives ici, mais est-ce qu'on a des archives qui sont facilement consultables? Ça, c'est une bonne question. Puis, je peux vous répondre à cette question-là tout de suite. Non. Donc, il y a du travail à faire. Donc, on a prévu des investissements pour rendre ça plus facile, plus facilement identifiable pour qu'on puisse retracer les dossiers rapidement, puis donc être beaucoup plus performant pour la ville. La date limite pour les inscriptions au défi Ose entreprendre approche à grands pas. Léa Boissonneau, chargée de projet à la Chambre de commerce Baie des Chaleurs, nous en parle. Bonjour Léa. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le défi Ose entreprendre? Le défi Ose entreprendre, finalement, c'est un grand mouvement québécois qui fait rayonner des initiatives entrepreneuriales, des élèves du primaire jusqu'à l'université, ainsi que des créateurs d'entreprises. OK. Puis ça, c'est pour les gens de quelle région? C'est pour... Dans le fond, c'est vraiment partout à travers le Québec. Nous, la Chambre de commerce Baie des Chaleurs, nous sommes les responsables régionaux, mais nous avons également, finalement, des responsables locaux. OK. Là, il y a plusieurs volets. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu c'est quoi les différents volets? Exactement. Finalement, on a 3 différents volets. Donc, le premier étant le volet entrepreneuriat étudiant, qui, lui, sert finalement à faire rayonner là, des étudiants qui, eux, ont des initiatives entrepreneuriales. On a également le deuxième volet qui est celui de création d'entreprise, qui, lui, sert vraiment finalement à donner l'opportunité aux créateurs d'entreprises qui sont dans leur année de démarrage de, premièrement, valider leur
leur projet, ce qui est toujours important, de vraiment le mettre en lumière, de peut-être même remporter des bourses et évidemment d'élargir son réseau, ce qui est très important lorsqu'on démarre en entreprise. On a également le troisième volet, celui de Réussite Inc. Celui de Réussite Inc., finalement, ce sont pour les entrepreneurs qui ont déjà participé au concours et qui sont toujours en affaires après 5 ans et qui, bien sûr, ont un projet finalement qui rayonne. Puis là, relié à ça, bien, il y a un gala. Oui, exactement. On a notre gala régional finalement qui va se tenir dans la MRC de Bonaventure cette année. Ça va se tenir le 25 avril. On va avoir plus d'informations sous peu à partager à tous. Puis c'est vraiment pour les lauréats régionaux de la Gaspésie et des îles de la Madeleine finalement. Les gens intéressés à participer, de quelle manière ils s'y prennent? Dans le fond, les gens peuvent aller directement sur notre site au www.oseentreprendre.québec. Toutes les informations s'y retrouvent. Les gens peuvent également déposer leur candidature directement sur le site. Il y a également les informations des responsables. Donc, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas certain comment remplir le formulaire, quoi que ce soit, on est là pour répondre à vos questions. OK. Puis les gens peuvent vous appeler directement ici? Oui, vous pouvez également appeler directement à la Chambre de commerce sans problème. Puis, vous avez évidemment là, jusqu'au 12 mars à 16h pour déposer votre candidature. Ça s'en vient vite, mais n'hésitez pas à le faire. Puis, si vous avez des questions, des interrogations, on est là pour vous. Écoutez, l'expérience est fantastique de rencontrer les finalistes pour différentes raisons. La passion des entrepreneurs à chaque fois, des gens authentiques qui prennent le risque de partir en affaires, de créer de la valeur. On a besoin des gens comme ça au Québec, puis on doit leur donner la plateforme pour s'exprimer. De rencontrer les entrepreneurs, c'est toujours agréable. On a des gens passionnés, on a des gens ingénieux. On a au Québec plusieurs entrepreneurs en devenir. Alors, moi, j'ai confiance en ces nouveaux entrepreneurs-là. On était très heureux de gagner le concours régional. Puis là, de passer à un niveau national, bien, c'est un honneur, puis c'est un rayonnement puis une visibilité pour notre projet. Ça fait des années qu'on travaille la vigne, qu'on boit du vin, qu'on veut vraiment développer ça. Alors pour nous, c'est une passion, c'est ça ma motivation. D'être rendu là, c'est vraiment une belle reconnaissance pour moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de jurys. Finalement, bien, il était super sympathique. Puis on connaît notre entreprise quand on a travaillé dessus autant, donc ça a bien été. C'est comme d'être validé par une communauté là, qui nous entoure de gens entreprenants, de gens d'affaires. Puis c'est ça, des gens qui ont encore le futur du Québec. On voyait bien le sourire des membres du jury en voulant dire, bien, lâchez pas, vous êtes capables, continuez. On avait beaucoup d'admiration pour les gens qui avaient le courage de se lancer en entreprise. Une entreprise, ça te permet d'être très dynamique, de toujours créer, puis on voulait faire partie de ce monde-là. J'aime ça, les défis, ça me tient en vie, puis ça tient mon entreprise, puis ça me permet de me dépasser. Après la rencontre, ben, dans le fond, on se sent super fébrile, on est excités au max. Là, on a parlé de notre projet pendant une période de temps, puis ce projet-là nous habite, donc on y pense tout le temps. Fait que là, on a juste hâte de retourner au magasin. Là. Le message, bien, on a du bagou, puis on veut. Je sors de l'entrevue motivé à aller encore plus loin et à me retrousser les manches et continuer. Un projet entrepreneurial en milieu scolaire, c'est vraiment d'amener les jeunes à entreprendre, que ce soit d'identifier un problème dans leur communauté, mais aussi de y répondre par une solution. On leur donne du soutien, on les accompagne, on a des mentors disponibles, parfois on a de l'aide au niveau du financement. Par contre, les élèves sont vraiment les gestionnaires, les initiateurs de leur projet. On fait des projets entrepreneuriaux probablement parce qu'on s'identifie là-dedans. Donc, nous, on entreprend comme adultes, mais aussi on veut amener les jeunes à s'entreprendre. On a tous été en équipe de 2. Ben, d'abord, on a fait un jeu, un livre, une danse, où est-ce qu'on peut mimer et chanter, et 2 jeux avec des ballons.
Mon projet entrepreneurial, c'était d'organiser une parade des modes qui faisait la diversité culturelle et et corporelle des élèves. C'était vraiment présenter les vêtements culturels de plusieurs pays. Les retombées sont vraiment diverses, que ce soit au niveau des matières scolaires, mais aussi au niveau de l'engagement, la motivation des jeunes à continuer à aller à l'école. Ça permet de rendre l'école dynamique. Ça permet aux élèves de développer toutes sortes de belles qualités comme le leadership, l'autonomie, le sens des responsabilités. Ça permet aussi de développer la confiance en soi. Il y avait des gens qui s'occupaient pour récupérer les vêtements, aller chercher les vêtements, les commanditaires. Moi, je m'occupais pour la gérance de toute l'équipe et puis ensemble, on a réalisé ces beaux projets. J'ai appris à créer une chanson et persévérer. Ça sert à aider des petits. Il faut comprendre que ça apporte beaucoup aux élèves, mais il faut aussi comprendre que c'est possible de faire passer la matière, comme on dit, ou encore de développer des compétences par l'entrepreneuriat. Au niveau des enseignants, les retombées peuvent être diverses aussi, mais on voit les jeunes qui sont très motivés. Ça nous motive, nous aussi. Puis la motivation première, c'est vraiment de voir leur sourire, voir l'accomplissement dans leurs yeux. Connaissez-vous le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud? Nous avons rencontré pour vous plusieurs personnes ressources qui y travaillent afin de vous faire découvrir cet organisme. En voici la deuxième des capsules que nous vous avons préparées. Aujourd'hui, on veut vous parler du projet Ma-Rivière, une beauté naturelle. Qui est un projet régional qui va s'échelonner jusqu'en 2021. Ce projet-là vise à assurer la qualité des milieux riverains et aquatiques des principales rivières récréatives du sud de la Gaspésie. Vraiment, ce projet mise sur la restauration et le maintien de la végétation riveraine sur les abords des cours d'eau, des principaux cours d'eau de notre territoire. De façon plus spécifique, ça vise à accompagner les municipalités dans l'adaptation de leur réglementation et dans les suivis qui seront effectués par la suite lorsque ces règlements-là seront mis en application. Ça vise aussi à développer des outils pour mieux sensibiliser les gens et les accompagner dans leur processus de revégétalisation des rives. Pourquoi on veut revégétaliser les rives de nos magnifiques cours d'eau? C'est que, il est vraiment bien documenté à l'heure actuelle que lorsque les gens s'établissent sur le bord des rivières, des cours d'eau, ça apporte du déboisement, de la tonte de gazon, ça apporte un changement d'usage qui vient affecter la qualité à la longue de l'eau, de nos cours d'eau et la qualité aussi de nos habitats riverains. Donc, il y a une dégradation qui est constatée lorsque l'établissement humain ne se fait pas conformément à la réglementation actuelle. Pour le sud de la Gaspésie, c'est vraiment la rivière Bonaventure qui est la plus touchée par le développement résidentiel. Il y a d'autres rivières. Les autres municipalités vont être abordées prochainement pour leur faire un constat de l'état de leur rivière par rapport à l'établissement résidentiel. Nous, on veut que les municipalités donnent une couleur locale à ce projet-là, qui est nos rivières, qui est Ma-Rivière, une beauté naturelle. Pour Bonaventure, c'est la première municipalité qui va de l'avant avec la protection de ses rives et en se dotant d'outils via notre projet. Et pour la municipalité de Bonaventure, le projet va s'appeler Opération Rive. Et j'ai mon collègue avec moi qui va vous aborder spécifiquement sur Opération Rive. Des outils ont été développés pour ce beau projet qui a ce visuel-là. Il y a un outil, dans le fond, il y en a deux qu'on a fournis. Il y en a un qui c'est pour aider les gens pour comment procéder pour revégétaliser leur rive, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et puis l'autre, c'est pour détailler la réglementation concernant les bandes riveraines pour que soient bien informés de qu'est-ce qui peut se faire, par exemple. Donc, pour le projet, la première étape, ça a été de visiter tous les terrains qui sont riverains à la rivière Bonaventure pour qu'on puisse délimiter la bande riveraine et puis leur dire c'est jusqu'où ça va. Donc, pour ce faire, la première chose, c'est on va sur chacun des terrains, on trouve la ligne des hautes eaux qu'on appelle. La ligne des hautes eaux, c'est le niveau d'eau au moment de la crue printanière normale.
qui est plus élevé que le niveau d'eau en été au moment de la visite. Il ne faut donc pas se fier au niveau d'eau qu'on voit sur place, mais vraiment aux indices qu'on va retrouver sur les rives. Il y a deux types d'indices. Il y a les indices biologiques puis physiques. Donc, les indices biologiques, dans le fond, c'est les plantes qu'on va retrouver. On va se fier à la limite supérieure jusqu'où on retrouve des plantes aquatiques sur la rive, et puis la limite inférieure des plantes terrestres. Et on va s'appuyer également sur des indices physiques qu'on retrouve. Donc, c'est des traces, dans le fond, qui sont laissées par les crues. Il y a des laisses de crues, que c'est des débris qui s'accrochent sur les branches et les tiges. Et puis des lignes de débris sur le sol, des dépôts de sable, la déposition de sédimentation sur les troncs d'arbres. Et puis on amalgame les indices qu'on retrouve, et puis ça nous permet de mettre une ligne là, qui est la ligne des hautes eaux. Après, une fois qu'on a la ligne des hautes eaux, c'est 20 ou 25 mètres la bande riveraine qu'elle mesure. 20 ou 25 mètres, c'est en fonction de la pente qu'on retrouve. Donc, il faut aussi mesurer là, la pente de la rive, elle fait quelle hauteur. Et en fonction de cela, ça va être 20 ou 25 mètres qu'on mesure de profond à partir de la ligne des hautes eaux. La raison pourquoi c'est 20 ou 25 mètres plutôt que 10 ou 15 mètres comme le reste du Québec, c'est parce que c'est une rivière à saumon, qui sont des poissons très sensibles à la dégradation du milieu. Et puis c'est pour ça là, que c'est plus long que le reste du Québec. Pour la première année du projet, on a visité 200 propriétés environ sur les 244 qui seront à faire en tout. Celles qui restent à faire, on va les faire le plus tôt possible en 2019. Nous, l'objectif pour le restant du projet, pour les 2 autres années, mais d'abord, c'est qu'il cesse d'y avoir une dévégétalisation des bandes riveraines. C'est quand même beaucoup plus facile de préserver là, la végétation qui est en place plutôt que de renaturaliser une fois qu'on a déboisé puis qu'on a engazonné. Et puis sinon, pour les 2 autres années, le Conseil de l'eau a vraiment un rôle d'accompagnement des riverains. Donc, les aider pour renaturaliser leur rive en leur donnant des conseils, puis en les outillant sur quoi faire. Et aussi, on va tenir des activités d'information comme un 5 à 7 de propriétaires riverains. Et puis aussi, on va organiser une séance publique avec les riverains pour leur permettre de s'exprimer puis donner leur opinion sur le projet, puisqu'on n'a pas été en mesure de tous les rencontrer au moment des visites terrain. En terminant, nous voudrions remercier les partenaires financiers qui permettent la réalisation du projet. En premier lieu, le MAMO via le programme phare, la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, ainsi que la Ville de Bonaventure. En collaboration avec l'École polyvalente de Passepébiac, ainsi que celle de Nancy Gagnon, voici la 5e d'une série de petites capsules intitulées « Capsule Espace Famille ». Voici nos petits amis. Ils sont très heureux parce qu'aujourd'hui, ils voient un film au cinéma. Salut Jessie! Salut André! Pas une fois, je ne me suis même tordu la cheville. Pas une fois. À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Regarde comment il est tombé! À la recherche d'un jeune successeur à qui la confier. Quoi? Catastrophe, Obélix. Qui sait ce qui se passerait si la puissance de la potion magique tombait dans n'importe quelle main? Panoramix. Avez-vous en tête la liste des jeunes druides gaulois bien cotés? Je vois qu'on a des petites fiches. Des petites fiches? La petite fichette maison. Impeccable! Impeccable! Là, j'ai les super nuls. Ceux-là, ils sont pas fichus de faire une soupe à l'oignon. Ici, les mauvais, mais qui arrivent quand même à bricoler 2-3 trucs. On me surnomme Magnétix. Hé les amis, vous allez où? Le film était meilleur avec vous. Si tu veux garder tes amis, ne fais pas de bruit et sois gentil. Ave César, cette potion, je te la donnerai. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 3 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!